de discours militants qui ne cessaient d'invoquer le patriarcat comme étant d'une actualité toujours présente, comme étant, au fond, une structure de domination et d'oppression quasi intemporelle qui s'exerçait aujourd'hui de la même manière que s'était exercée avant, etc. Et donc, très paradoxalement, c'est comme si, au fond, les acquis fondamentaux du féminisme ne comptaient pour rien dans un discours qui décrivait la réalité d'aujourd'hui, la nôtre, comme de nature autant patriarcale qu'à d'autres époques ou dans d'autres contextes, avec un peu un discours du fait que des ruses de l'histoire ou et qui avait été relayé par Pierre Bourdieu dans son livre sur la domination masculine, où en fait, il faisait un tableau au fond d'une domination masculine complètement engrammée dans l'ordinaire de la vie quotidienne, avec un horizon de sortie ou d'émancipation pratiquement impensable à l'échelle de ce façonnage très profond, structurel des trucs. Donc là, c'est ce décalage en fait. Soit on prend le féminisme au sérieux, les théories queer, la créativité de tous ces mouvements, et on se dit, mais enfin, nous ne vivons pas dans le même monde que le début qu'au 19e siècle, ou que même dans les années 50. Donc, il s'est passé vraiment des choses. Donc ça veut dire que lorsque la théorie ne permet plus de décrire ce qui est nouveau, ce qui se transforme, c'est que la théorie, elle est en défaut d'une certaine manière. Donc il fallait reprendre la réflexion sur la notion de patriarcat. Et donc, c'est ce qui m'a conduit, au fond, à faire ce travail un petit peu à la fois de construction théorique de l'objet. De quoi parle-t-on quand on parle de patriarcat? Et à partir de là, est-ce qu'on peut en décrire les transformations historiques, y compris contemporaines, et éventuellement anticiper un futur plus ou moins proche? Alors justement, puisqu'il s'agit aujourd'hui de déconstruire un système, un concept, qu'est-ce que vous entendez par patriarcat? Donc du coup, j'en suis venu à l'idée que si on observe les rapports de genre contemporains, bien évidemment, ils sont définis pour une très grande part par des inégalités, par des discriminations, par des violences. Enfin là, c'est absolument clair, il n'y a aucun problème là-dessus. En même temps, les situations ne sont pas les mêmes partout dans le monde et les trajectoires historiques ne sont pas les mêmes non plus, et les traductions dans le droit ne sont pas les mêmes non plus, et les agendas politiques des féminismes ou des mouvements ne sont pas les mêmes. Donc, il s'agissait de comprendre en fait cet aspect-là, et ce que je ne pouvais pas faire en fait, c'est de dire à chaque fois qu'il y a inégalité de genre, discrimination, violence de genre, alors il y a patriarcat. Parce que si on dit ça, comme il y en a tout le temps, tous les rapports de genre sont patriarcaux. C'est-à-dire qu'au fond, ça veut dire que dès qu'il y a genre, il y a patriarcat. Ce qui est impensable du point de vue de la complexité des modèles anthropologiques et des trajectoires historiques. Donc, au fond, ça ne sert à rien de penser que dès qu'il y a genre, il y a patriarcat. Donc, si ce n'est pas le cas, il va falloir reconfigurer le chose. Donc, ce que j'ai proposé, en fait, c'est de dire qu'il nous faut une description, disons, analytique de la notion de patriarcat. Et j'en ai proposé une définition assez simple, c'est qu'en fait, on peut dire que dès qu'il y a une mise en symétrie ou une mise en hiérarchie entre le masculin et entre le masculin et le féminin, et que cette mise en hiérarchie, elle apparaît d'un point de vue culturel comme Ah, on ne vous entend plus. pardon, oui, voilà. Donc, dès que dans un contexte quelconque, en fait, on considère que cette mise en hiérarchie du masculin et du féminin, elle est légitime du point de vue des représentations culturelles, et tout ce qu'on voudra, du point de vue des formes d'autorité, des formes de ce qui fonde en fait l'organisation sociale. Et si on considère par ailleurs qu'elle est, elle est nécessaire précisément à cette forme d'organisation sociale, compte tenu des divisions du travail, compte tenu des statuts et des rôles, etc., dès qu'on a la conjonction entre les deux, c'est-à-dire à la fois forme d'organisation qui est considérée comme nécessaire et légitimité culturelle ou symbolique du fait que oui, cette asymétrie de genre, elle est nécessaire et légitime, donc là, il y a patriarcat. Ce qui veut dire que, à partir de là, comme c'est une combinatoire, en fait, on peut envisager tous les cas de figure. On peut envisager les cas de figure où cette mise en asymétrie, même si elle est
si elle existe dans les formes d'organisation sociale, elle peut apparaître comme étant de moins en moins légitime, ou peu légitime, ou pas légitime. On peut envisager à l'inverse qu'il y a une très forte légitimité, en tout cas dans les rhétoriques, dans les discours de cette asymétrie, avec des formes d'organisation sociale en fait, qui font que c'est de moins en moins central dans l'organisation sociale, de la famille, du travail, des choses comme ça. Donc en fait, ça veut dire que le patriarcat, c'est une forme qui a été certainement très dominante, qui est très fortement intégrée, mais au fond, ça n'est qu'une forme possible des rapports de genre. Et donc, au fond, ça ouvre des horizons, qui est de dire, est-ce qu'il y a certainement eu des formes d'organisation des rapports de genre et de légitimation des rapports de genre qui n'étaient pas patriarcales? Et en fait, l'anthropologie nous dit que oui, évidemment, le patriarcat n'est pas une forme universelle en fait, d'organisation et de légitimation des rapports de genre. Il y a aussi un cas de figure qu'on peut appeler comme non patriarcal ou matriarcal, alors qui n'est pas l'inverse du patriarcat, hein, c'est juste qu'au lieu que les hommes soient définis comme des pères et des époux, ils sont définis comme des oncles et comme des frères. Et donc en fait, ils se rapportent en fait à une autorité qui est exercée par des femmes, c'est-à-dire leur sœur ou leur mère. Donc ça existe, hein, il y a plein de descriptions. Donc il n'y a pas de monopole historique ou anthropologique du patriarcat, c'est juste une forme qui est apparue à un moment donné comme dominante. Et on peut très bien faire l'hypothèse que cette forme dominante a connu aujourd'hui d'un côté des transformations très très profondes qui font qu'on a plus en plus de mal à penser que nous continuons de vivre en certains endroits comme en régime patriarcal, et que dans d'autres endroits, même si il y a encore une très forte emprise patriarcale, on peut tout à fait penser que ces formes sont elles-mêmes très fortement en crise, très fortement conflictualisées, et qu'il n'y a pas de raison de penser qu'elles soient aussi robustes qu'on peut le dénoncer lorsqu'on raisonne patriarcat uniquement en termes de structure de domination quasi intangible. Alors, sur la question des sociétés matriarcales, il y a eu pas mal de critiques, il y a eu pas mal de débats, donc des personnes qui disaient que ça avait existé, d'autres que non, et qui se basaient sur un argument qui était que finalement, on n'a jamais eu de preuve d'une société où les hommes seraient soumis ou subordonnés aux femmes. Donc, est-ce qu'on sous-entend qu'une société matriarcale, finalement, ce ne serait pas reproduire le même schéma de domination qu'on a dans une société patriarcale, ce serait autre chose? Non, non, alors si on se fonde sur toute la littérature anthropologique, justement, il ne faut pas se méprendre sur la notion de matriarcat. Il existe des sociétés matriarcales, enfin, c'est complètement attesté, mais elles ne sont pas l'inverse du patriarcat. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le système matriarcal, ça n'est pas la subordination des hommes par les femmes, c'est une autre organisation des rapports de genre qui fait qu'au lieu que les filiations, l'héritage, les transmissions passent par les hommes, ça passe par les femmes. Donc, souvent, ça renvoie au mythe d'une ancêtre originelle avec une filiation plus ou moins symbolique ou réelle de femme en femme. Donc, en fait, c'est les femmes qui transmettent donc, ce qu'on appelle les arrangements matrilinéaires, qui transmettent le nom, qui transmettent la filiation, qui font, disons, le clan ou la famille. Et les hommes existent absolument tout à fait dans ce type d'organisation. Simplement, ils n'existent pas comme père ou comme époux. Ils existent comme frère ou comme oncle. Donc, ils ont une place absolument importante, tout à fait complémentaire de celle des femmes. Simplement, ils sont définis relativement à des femmes par laquelle passe la propriété des terres, la filiation, etc., etc. Donc, c'est un modèle tout à fait différent qui n'est pas à l'inverse du patriarcat. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question est évacuée. On n'a pas à croire ou ne pas croire au matriarcat, c'est juste de la production de connaissances anthropologiques et qui est importante parce qu'elle montre que, en fait, le patriarcat comme arrangement de genre, hein, c'est le terme que j'emploie, en fait, c'est une forme parmi d'autres. Il se trouve qu'elle a été dominante sous des formes très diverses, mais ça arrive. Au fond, il n'y a pas de sens de l'histoire particulier, ça aurait pu être le contraire. Il se trouve que c'est les formes patriarcales qui sont devenues dominantes, d'autant plus dominantes qu'à travers le rapport colonial, en fait, l'Occident a importé, a exporté son rapport de genre patriarcal partout où il avait un rapport colonial, et que donc, au fond, c'est devenu à un moment donné le rapport de genre le plus important, le plus dominant. Mais aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a plein de raisons de penser que
cette trajectoire patriarcale, elle est soit en voie d'être, au fond, démantelée, c'est ce que j'appelle l'après-patriarcat, soit elle est rentrée dans des crises très profondes dont on peut décrire en fait les mécanismes. Et donc voilà, on en est là. On en est sur un moment historique où le patriarcat, après avoir été une forme extrêmement dominante et renforcée encore une fois par le rapport colonial occidental, est aujourd'hui, me semble-t-il, sur un moment de déséquilibre, un moment de, voilà, alors je ne dis pas transition parce qu'on ne sait pas vers où ça va aller, il n'y a pas de sens de l'histoire, mais en tout cas voilà, de moments un peu de passage, de rupture par rapport à une trajectoire historique où il a été très largement dominant. Ce que je comprends donc avec vos explications, c'est que finalement, il n'y a pas un patriarcat, mais des patriarcats, puisqu'on a pu connaître une évolution au cours de l'histoire. Et c'est d'ailleurs, il me semble, ce que vous mentionnez dans votre livre, il y a une typologie en quelque sorte des patriarcats. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Quelle est cette évolution finalement? Voilà, donc c'est toujours très grossièrement, hein, il s'agit de construire disons des types idéaux en fait pour comprendre. Donc en fait, moi ce que je propose, c'est qu'on peut distinguer deux types de patriarcat. Le premier, c'est le patriarcat traditionnel. Donc traditionnel, c'est-à-dire en termes de légitimité, ce qui va justifier l'asymétrie entre le masculin et le féminin, c'est des récits cosmologiques, théologiques, c'est des récits traditionnels de mythes des origines, etc. Et qui souvent d'ailleurs recouvrent la même forme pratiquement. Très souvent, on retrouve le même motif. C'est que à l'origine de l'humanité, il y a toujours quelque chose de l'ordre du féminin qui soit est porteur originellement de chaos, soit va introduire du chaos dans le monde. Typiquement, le récit de la Genèse, hein, où c'est Ève, l'élément féminin, qui croque la pomme de la connaissance, qui fait chasser Adam et Ève du paradis, et donc qui fait basculer les humains dans une histoire faite de sang et de larmes, etc. Bref, donc il y a toujours à l'origine un élément féminin, soit qui est une puissance originelle, mais porteuse de chaos, soit qui va apporter du chaos. Et tous ces récits tendent tous vers une seule solution, en fait, c'est de dire que pour qu'il y ait civilisation, il faut que cette puissance féminine originelle, porteuse de chaos, soit domestiquée. Et ça, c'est l'élément masculin qui va l'apporter. Et donc, au fond, tous ces récits vont expliquer la nécessité cosmologique, théologique, tout ce qu'on voudra, de domestication de cette puissance féminine, condition nécessaire pour la civilisation. Donc, on voit bien que c'est un discours patriarcal complet, hein, donc de légitimation. Et du point de vue de l'organisation, dans ce patriarcat traditionnel, bon, ben, c'est hyper classique, en fait. Toute la filiation passe par les hommes, donc définie par des pères, des fils, des maris, ou des époux, enfin peu importe, par lesquels transmettent l'héritage, le nom, la terre, voilà. Donc c'est une transmission par les hommes. Les femmes sont tellement périphériques que, en fait, les femmes, elles sont l'objet d'une circulation, elles s'échangent entre les groupes, hein, c'est le principe, jusqu'il n'y a pas si longtemps, même en Occident, de mariage, d'arrangement entre des familles, entre des clans. Enfin, et les mariages royaux en Europe, c'était vraiment l'archétype de ça, hein. On construisait des alliances en échangeant les femmes. Et donc, quand on a cet enchevêtrement entre, d'un côté, une légitimité cosmologique, théologique, hein, et puis une organisation sociale tout entière fondée sur l'appartenance à des clans, à des familles, etc., on est dans du patriarcat traditionnel. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de comment dire, de l'émergence et du déploiement de ce qu'on appelle la modernité en Europe, je ne reviens pas sur la notion, mais enfin peu importe. Et donc, au fond, il y a eu une détraditionnalisation des sociétés européennes, puis plus tard le reste du monde, hein, peu importe, et qui a conduit à ce qu'on passe de ce patriarcat traditionnel à un patriarcat moderne. Donc, au fond, l'avènement de la modernité occidentale, ce n'est pas du tout un avènement égalitariste du point de vue du genre, absolument pas. Au contraire, on peut même observer un renforcement de la hiérarchisation, puisque dorénavant, la légitimation ne va plus être d'ordre symbolique, culturel, religieux, elle va être d'ordre scientifique. Et donc, au fond, c'est parce qu'il y a une approche naturaliste du genre, on fait l'hypothèse que c'est la différence de sexe qui est constitutive des identités de genre, et donc c'est hyper binariste, hein, il n'y a que deux sexes, il n'y a que deux genres, etc. Donc, au fond, c'est ce fondement un petit peu scientifique, biologique, naturaliste, hein, qui va durcir, et donc, au fond, c'est plus Dieu ou la tradition qui parle, c'est la nature. Donc, vous voyez bien qu'un espèce de durcissement absolument puissant.
Dans le même temps où l'organisation sociale va plus être pensée en termes de famille, de clan, etc. Mais au fond, c'est l'État-nation moderne qui va se substituer en fait à la figure des pères de famille et qui, de la même manière, va avoir le même contrôle en fait sur les femmes et sur leur vente. Et c'est la raison pour laquelle, pendant si longtemps en France notamment, il y avait une interdiction de l'avortement, de la contraception, parce que le ventre des femmes, il appartenait à la nation. Il fallait qu'elles produisent des ouvriers, des élites, des soldats, des colonisateurs. Donc on voit qu'en passant de la tradition à la modernité, en fait, on n'a pas quitté pour autant le patriarcat, mais une deuxième étape. Et ce que je montre ensuite, mais on en parlera peut-être plus tard, c'est que ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est que ce patriarcat moderne, il portait en lui-même les germes de sa contradiction interne qui va nous conduire, qui nous a conduit, en fait, rétrospectivement, on le voit, au moment contemporain qui, de mon point de vue, me semble être encore une autre étape historique. Sur l'origine un peu biologique et de la justification, en tout cas, du patriarcat, j'avais pu lire un article qui était assez intéressant et qui parlait donc de ce questionnement de quand est-ce qu'a commencé finalement la domination du masculin sur le féminin. On a essayé de remonter un peu jusqu'à la préhistoire et une des justifications qui était apportée, c'était le fait que les hommes chassaient et que les femmes s'occupaient principalement de la cueillette ou de ce genre de choses. Et il y avait une explication qui était pas mal et qui disait que finalement les femmes, elles n'étaient pas reléguées à ce rôle-là parce qu'elles étaient moins fortes ou moins en capacité de le faire. Et c'était parce qu'en fait, la capacité de se reproduire et de faire perdurer l'espèce était tellement importante, tellement sacralisée dans le clan, que donc à partir du moment où elles étaient enceintes, elles étaient un peu protégées en quelque sorte, mais que les femmes, en tout cas, qui ne procréaient pas ou qui n'étaient pas enceintes, elles allaient chasser. Donc ça brisait un peu ce mythe de la femme faible finalement. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la préhistoire, c'est une science qui s'est inventée au 19e siècle en pleine période de patriarcat moderne. Et donc, au fond, la lecture qui a été faite du passé préhistorique, c'est une lecture qui projetait les catégories du patriarcat moderne sur la période préhistorique. Et donc, par exemple, c'est très récemment qu'on s'est posé la question de savoir si sur les grottes ornées, la figure de ces artistes qui s'enfonçaient, etc., Lascaux et compagnie, jusqu'à présent, il était évident que c'était des artistes, des hommes, et en fait, on n'en sait rien. Et donc aujourd'hui, on commence à se poser la question de savoir, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on projetterait des catégories patriarcales sur des situations dont on ne sait pas du tout quelles étaient leurs formes d'arrangement, d'organisation de genre. Donc peut-être que parmi les artistes la grotte de Lascaux, il y avait aussi des femmes. Donc il faut faire attention sur le fait que toutes ces théories procèdent au fond d'une construction des représentations, notamment sur l'invention de la science préhistorique, dans un contexte lui-même hyper patriarcal. On peut dire la même chose de la sociologie. La sociologie, fin 19e siècle, elle s'est construite dans un monde totalement androcentrique, totalement patriarcal, ce qui fait qu'elle a endossé, d'une certaine manière, ce point de vue, et que la description des mondes sociaux, etc., par la sociologie, a toujours été faite d'un point de vue androcentrique. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre pour argent comptant des théories pseudo-scientifiques, ou en tout cas dont on sait à quel point elles étaient inscrites dans une matrice patriarcale, pour en faire un argument de discussion dans les débats contemporains. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie pour ces explications. Pour revenir au sujet de votre livre, l'après-patriarcat, finalement, vous parlez de possibilité de le démanteler. Donc je me posais la question, qu'est-ce qui peut amener à faire tomber ce patriarcat et qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'on est dans l'après-patriarcat? Bon, alors si je prends le cas disons, de la France, disons Union européenne, on peut pratiquement dire que le patriarcat est démantelé. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas un horizon, c'est le patriarcat est démantelé, au sens où, si je prends mes deux critères, légitimité et organisation sociale, critères de légitimité, ce qui est frappant quand même, notamment si on situe la société française au sein de l'Union européenne, ce qui est frappant, c'est que la norme en termes de valeur, c'est l'égalité de genre. Et que la norme en termes de dispositifs juridiques, judiciaires même, c'est les luttes contre les discriminations, c'est la sanction des discriminations de genre, de plus en plus étendue d'ailleurs, aux orientations sexuelles, aux identifications de genre diverses, etc., etc. Donc, au fond, on est sur un renversement total,
puisque le patriarcat se définit par exactement l'inverse, c'est-à-dire la mise en asymétrie du masculin et du féminin. Quand on est un patriarcat traditionnel pour des raisons cosmologiques, quand on est un patriarcat moderne pour des raisons naturalistes, avec une puissance extraordinaire, ce qui fait que les premières féministes ont été extrêmement, comment dire, violentées, on peut dire ça comme ça, en prétendant qu'elles n'étaient pas des femmes. C'est-à-dire qu'au fond, une femme ne se comporte pas comme se comporte une féministe, hein, puisqu'une femme, elle doit, au fond, être agie par son utérus et ses ovaires, sa vocation maternelle, etc. Et donc, il était impensable qu'elle se comporte comme le faisaient les féministes. Donc, au fond, les féministes contre nature, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est complètement, que précisément du fait du succès des luttes féministes, qui se sont, du succès lié à des conflits, hein, tout ça est de très puissantes conflictualités, bien évidemment, mais du fait du succès, on peut dire qu'en droit, le patriarcat a été totalement démantelé, au sens où les valeurs dominantes sont des valeurs d'égalité et que les principes juridiques, législatifs et judiciaires, sinon dans tous les domaines, mais en tout cas tendanciellement pour l'essentiel, sont un principe d'égalité, de non-discrimination. Mais ça, qu'on peut opposer rétrospectivement à des siècles de patriarcat. Donc là, on peut dire, voilà. Et du point de vue de l'organisation sociale, ce qui est très intéressant à observer, c'est qu'on observe aussi une égalisation des conditions. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité, qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de violence, mais je dis que si on resitue ça dans une trajectoire historique, c'est complètement incomparable. C'est incomparable. C'est-à-dire, grosso modo, aujourd'hui, les femmes sont plus diplômées que les hommes dans toutes les disciplines, à tous les niveaux de diplôme, elles accèdent à toutes les professions, elles sont plus du tout dépendantes de la sexualité, de la filiation, de la procréation, du mariage, je ne sais quoi. Puisque tout a été dissocié, absolument tout a été dissocié. Et donc, au fond, au point que la sexualité n'est devenue pratiquement qu'une question relationnelle, hein. La sexualité n'est plus une institution, ce qu'elle a longtemps été, avec beaucoup d'interdits, de normes, de prescriptions. Le fait que ça soit relationnel pose d'autres problèmes. C'est une autre affaire. En tout cas, on peut dire que... Et donc, au fond, du point de vue de l'organisation sociale, aujourd'hui, qu'on ait affaire à un homme, à une femme, que ce soit dans le travail, ou que ce soit même dans la sexualité, dans les rôles parentaux, etc., du point de vue du droit, si on prend ce critère, il n'y a pratiquement plus aucune nécessité de distinguer les individus ou les personnes en fonction de leur genre, et encore plus en fonction de leur orientation sexuelle. Donc, on peut dire que, de ce point de vue-là, il y a un démantèlement quasi systématique de ce qui faisait le patriarcat. Alors là où j'ajoute immédiatement, c'est qu'il ne faut pas confondre le fait qu'on ne puisse plus dire qu'on soit dans une société patriarcale, sinon les mots n'ont aucun sens. On n'est plus dans la France des années 50, on n'est pas en Arabie Saoudite ou en Iran, on n'est pas... voilà. Sinon les mots n'ont plus aucun sens. Néanmoins, on n'est pas sorti de... On ne ferme pas une parenthèse de plusieurs millénaires ou centaines ou plusieurs siècles en un claquement de doigts. Donc, au fond, nous sommes dans une situation que j'appelle l'après-patriarcat avec un tiret, comme quand on écrit l'après-guerre. Donc, on voit bien que dans l'après-guerre, c'est plus la guerre, c'est-à-dire on ne se prend plus des bombes sur la tête, etc. D'accord ? Simplement, on est dans un paysage complètement transformé par la guerre qui a précédé et qui reconfigure totalement les manières de s'organiser, de devoir relancer les affaires, etc. Et il y a des héritages. Donc, on se rappelle notamment, il y a le problème des collabos, il y a plein de problèmes à régler en fait quand on est dans l'après-guerre, qui sont l'héritage de la guerre, et en même temps, ça façonne tout à fait d'autres opportunités. Donc, je pense qu'on est dans l'après-patriarcat au sens où, d'une certaine manière, il y a toute une série d'héritages du patriarcat qui sont toujours présents et qui, non pas reproduisent la domination patriarcale, ce n'est pas du tout ça qui se passe, mais au contraire, mettent sous tension la contradiction entre ces valeurs égalitaires et le fait qu'on continue de produire collectivement des inégalités, des discriminations et des violences de genre. Et donc, ce qui est typique de ce que j'appelle l'après-patriarcat, c'est précisément le fait que tout ce qui, dans le patriarcat, semblait un allant de soi, permettait la reproduction précisément du système, aujourd'hui, tout ça est politisé et constitue un objet de conflictualité. Et donc, c'est des fronts qui s'ouvrent partout.
On l'a vu avec MeToo, on l'a vu avec la question du harcèlement de rue, on le voit avec la question de la PMA, on le voit avec la question, on l'a vu avec la question du mariage. Donc au fond, tout ce qui aujourd'hui apparaît comme l'héritage du patriarcat, loin qu'il puisse s'exercer pleinement et tranquillement à l'insu de tout le monde parce que tout le monde a intériorisé, blablabla, en fait, c'est systématiquement constitué comme autant de fronts de conflictualité, précisément parce qu'il y a ce hiatus entre ces principes, ces valeurs d'égalité auxquelles tout le monde adhère et où le droit se conforme, et l'observation du fait que tout n'est pas réglé. Donc c'est précisément dans cette tension, dans ce décalage, c'est ça qui caractérise cette époque que j'appelle l'après-patriarcat. Alors moi, j'aimerais nuancer avec les propos d'une historienne, donc de Christine Barr, qui avait dit qu'un des pièges finalement du patriarcat, c'est d'annoncer périodiquement sa propre fin. Et je me souviens donc dans les années 60, une fois que voilà, on a commencé à acquérir finalement les droits qui nous étaient dus, on a fait l'erreur de dire qu'on avait gagné la bataille, qu'on commençait à arriver à l'égalité entre hommes et femmes, entre le masculin et le féminin. Et aujourd'hui, on le revoit encore, on a souvent des atteintes à nos droits fondamentaux, comme le droit à l'avortement, comme le droit à la contraception. Donc finalement, on a l'impression que le patriarcat revient contre-attaquer à chaque fois avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de puissance. On l'a vu avec la nomination au gouvernement d'hommes qui sont sous le coup d'enquête pour agression sexuelle ou harcèlement sexuel. On le voit également aujourd'hui avec certains sujets qui finalement ne sont pas abordés parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant sous le couvert de la justice ou du droit. Je pense notamment à la précarité menstruelle qui n'est pas abordée par le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour tout ça? Alors, en fait, vos exemples illustrent parfaitement ce que je viens de dire, c'est-à-dire précarité menstruelle. Qui aurait eu l'idée de constituer ça en problème politique, de le mettre sur l'agenda public? C'est typiquement pas un problème de patriarcat, vous voyez bien. Donc, c'est parce que précisément, on n'est plus dans le patriarcat que ce qui peut apparaître comme des formes d'inégalité devenues inacceptables, visibilisées, politisées, font l'actualité et de la mise sur un agenda. Donc c'est vraiment cette dynamique. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les rapports de genre ne sont pas des rapports de domination surplombants, en fait, qui détermineraient la totalité du monde et vis-à-vis desquels on n'aurait finalement pas tellement d'options, c'est-à-dire on aurait la seule option possible, ça serait la critique radicale de dénonciation, voire la préparation du grand soir, du grand moment d'abolition de cette domination surplombante et d'émancipation totale, qui est le modèle marxiste classique. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Les rapports de genre, c'est des rapports de pouvoir. Les rapports de pouvoir, rien n'est jamais gagné. Et de toute manière, on ne pourra jamais quitter les rapports de pouvoir. Les mondes sociaux sans rapport de pouvoir, ça n'existe pas. Donc au fond, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les rapports de genre, c'est des fronts. C'est des fronts qui avancent, c'est des fronts qui se transforment, c'est des fronts qui font qu'à mesure qu'il y a de l'égalisation des conditions, on peut dire comme ça, plus il y a égalisation des conditions, plus en retour il y a des pratiques de discrimination. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est ce que Tocqueville avait déjà observé aux États-Unis au XIXe siècle, quand il a posé la question noire. Et il a dit, OK, les États-Unis, vous avez une constitution démocratique, égalité, citoyen, etc. Le problème, c'est que quand les Noirs, qui aujourd'hui sont esclaves, vont devenir les égaux des Blancs, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Eh bien, c'est précisément parce qu'il y aura eu égalisation des conditions qu'on va voir apparaître des formes de discrimination et des formes de racisme inconnues jusqu'alors. Donc, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition des discriminations, c'est l'égalisation des conditions. Vous voyez, donc, évidemment que les choses ne se résolvent pas du jour au lendemain. Ce que je veux dire, c'est vraiment un prisme de lecture. C'est-à-dire tout ce qu'on pourrait aujourd'hui lire au fond comme la répétition continue de l'exercice d'un patriarcat qui se reproduit, moi je pense qu'il faut le lire exactement à l'inverse. C'est précisément parce qu'il y a une mise sous tension généralisée, y compris de domaines qu'on ne pensait même pas devoir être mis sous tension et mis à l'agenda politique, que nous sommes précisément dans ce moment où le patriarcat, mais encore une fois, le patriarcat, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas une personne, hein, c'est pas voilà. Mais au contraire, tout ce qui faisait tenir le patriarcat, comme aujourd'hui, en fait, devient de plus en plus compliqué. On a des formes réactionnaires de résistance, on a des formes de discrimination, mais qui en réalité répondent à cette transformation profonde. Et on pourrait même illustrer avec ce qui s'est passé avec la Manif pour tous. En fait, c'était extrêmement intéressant. La Manif pour tous, en fait, c'est des gens qui ont découvert hyper tardivement
tout ce que savaient les féministes depuis longtemps. C'est-à-dire que le genre, ce n'est pas des hiérarchies naturelles, c'est une forme d'oppression politique construite historiquement, etc., et qu'il y a des horizons de transformation, etc., y compris en matière de sexualité, ce n'est pas la nature qui commande, blablabla. Donc tout ça, on le savait du point de vue du féminisme, du point de vue des mouvements queer, et eux, ils ne le savaient pas. Ils ont commencé à comprendre que c'était ça, au fond, qui s'était passé, qu'il y avait des transformations anthropologiques profondes, et ils l'ont compris trop tard. Et donc, au fond, la manif pour tous, c'est une panique de genre, mais qui arrive hyper tardivement, parce qu'en fait, ils se proposent de résister à quelque chose qui s'est déjà passé. Et donc, en fait, ils étaient d'autant plus virulents qu'ils étaient minoritaires, d'une certaine manière, et surtout qu'ils découvraient très tardivement des choses qui s'étaient déjà passées de manière très profonde. Donc, l'idée, ce n'est pas de dire qu'on en a fini, puisque l'histoire des fronts, l'histoire des rapports de pouvoir, c'est qu'on ne quitte jamais les rapports de pouvoir, il n'y a jamais la fin de la conflictualité. Simplement, c'est des formes de conflictualité spécifiques auxquelles il faut être attentif pour pouvoir les décrire, et pour les décrire précisément en termes de conflictualité, gagné, perdu, retour réactionnaire. Si on est en Pologne, on peut dire ouais, retour réactionnaire, mobilisation de la religion, etc., mais qui semble en réalité un moment politique très précis, articulé à des problématiques sociales, etc. Mais au fond, l'européanisation de la Pologne, on peut penser aussi que passé sans doute ce moment populiste, on est sur des transformations plus profondes qui, voilà, on ne peut pas préjuger. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est qu'on ne peut plus raisonner comme si ces formes d'exercice de violence, de discrimination ou de stigmatisation étaient l'expression d'un patriarcat triomphant. Je pense que c'est exactement le contraire. C'est un patriarcat qui sait, on ne va pas personnaliser, mais qui se vit en tout cas de plus en plus en termes de mise en crise, pour le dire comme ça. Mais si par exemple on prend donc le cas que j'ai mentionné avec les tabous féminins dont les règles font partie, euh, c'est quelque chose pourtant qui découle tout à fait du système patriarcal. On le voit, on peut peut-être dire en France qu'on est dans un après-patriarcat puisqu'on est arrivé à l'égalité de droit en tout cas. Mais si on prend le cas de l'Inde, c'est pas du tout le cas. Et pourtant, là encore, on a un peu cette résurgence des débats sur les tabous féminins, sur les règles qui conduisent certaines femmes à être exilées, à être carrément isolées de leur famille, etc. Donc, est-ce qu'il y a une différenciation en fonction des cultures? Est-ce qu'on doit avoir un spectre différent en fonction de ça ou pas du tout? Alors, l'exemple de l'Inde est extrêmement intéressant parce que ce que vous dites, encore une fois, va dans mon sens. C'est-à-dire que qui aurait imaginé que les Indiennes se mobilisent sur la question des règles? Si c'est un tabou, on n'en parle pas. Donc, ce n'est pas à l'agenda politique. Donc, le fait que ça soit politisé, hein, le privé est politique, on est vraiment sur des... Et il y a des mouvements féministes en Inde depuis très longtemps. Il y a des formes d'auto-organisation, des mouvements de femmes dans les campagnes, y compris dans les campagnes, depuis très longtemps. Donc, au fond, ce n'est pas un copier-coller du féminisme occidental, etc. Il y a vraiment... Bon. Et donc, ce qu'on observe en Inde, on l'observe partout dans le monde. C'est pour ça que je dis qu'au fond, moi, je pense que la mise en crise du patriarcat, elle est généralisée. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui permet de caractériser les rapports de genre contemporains, ce n'est pas tellement cette espèce de généralisation d'un patriarcat mondialisé, etc. Je pense que c'est exactement le contraire. Où que se porte le regard partout dans le monde, en fait, c'est une mise en crise de ce qui reste de patriarcat ou de ce qui se défend comme patriarcat. Et on peut prendre des exemples dans tous les coins du monde. J'ai un peu travaillé sur l'Iran. L'Iran, qu'on pourrait penser la société patriarcale par excellence, en fait, ce n'est pas vrai, pour une raison très simple, parce qu'elle fait partie de ces combinatoires extrêmement intéressantes, où d'un côté, on a une rhétorique hyper patriarcale, à fondement théologique, religieux, etc., et en même temps, l'Inde, c'est le pays de la région sans doute le plus développé en termes urbains, industriels, commerciaux, indépendamment des sanctions qui ont été faites depuis maintenant plusieurs décennies. Mais c'est une société qui se vit comme une société européenne, sur des standards européens, avec des niveaux de diplôme, notamment des femmes, des filles et des femmes très élevés, et où il y a un féminisme, disons, extrêmement vivace, hein, qu'on a vu en 2009 au moment de la contestation de l'élection présidentielle, qu'on revoit à chaque mouvement social. Et donc, au fond, l'Iran, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a un hiatus de plus en plus croissant entre le discours patriarcal porté par les autorités religieuses et des pratiques et des formes d'expérience et des formes d'aspiration, notamment dans la jeunesse urbaine, diplômés de ce pays qui, au contraire, déploient des formes de définition d'eux-mêmes, de sexualité, etc., tout à fait à l'opposé de ces rhétoriques. Donc on voit bien que même dans ce contexte-là, c'est très difficile de dire que
l'Iran, c'est typiquement une société patriarcale. Moi, je pense exactement le contraire. C'est une société qui vit en ce moment une contradiction interne de plus en plus intense entre, disons, une rhétorique de plus en plus autoritaire et puis des pratiques, des aspirations et des représentations qui, au contraire, tendent à redéfinir complètement le masculin, le féminin, les modes de vie, la définition de la famille, etc. Je vous remercie pour les précisions. Et donc, il y a Ariane qui avait une question, qui demandait une précision sur la distinction entre le droit et la politique. Ariane, je te laisse. Oui, j'ai le sentiment en tout cas que vous distinguez, que vous faites en tout cas une distinction entre droit et politique, en disant que le domaine de la loi donc n'appartiendrait pas au domaine politique, alors que la loi se discute et se débat quand même et au final est votée dans des assemblées parlementaires qui sont éminemment politiques. Alors pourquoi est-ce que vous faites cette distinction-là? Ah non, je n'ai pas fait cette distinction. Le droit, c'est de la politique provisoirement stabilisée. C'est-à-dire que si la politique, c'est du rapport de pouvoir, c'est de la conflictualité, bah, le droit, c'est le produit provisoirement stabilisé d'un état de rapport de force, de conflictualité. Voilà. Parce qu'il faut bien vivre dans un monde à minima organisé. Donc je ne fais pas du tout une distinction de nature entre le droit et la politique. Au contraire, j'ai dit que le droit s'était transformé précisément du fait des acquis, du fait de la conflictualisation, du fait de la mise sur l'agenda politique par les mouvements féministes, puis gays, queer, etc., sur un ensemble de considérations, et qu'au contraire, le droit se faisait le reflet, d'une certaine manière, de cette capacité de transformation politique des rapports de genre. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas du tout, enfin, je ne fais pas du tout de distinction entre les deux, c'est simplement la différence entre le film c'est la politique, et à un moment donné on prend la photo, parce qu'il faut instituer l'ordre du monde, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde non stabilisé, donc le droit il sert à ça, mais on sait que le droit il change aussi en permanence, sur des temporalités a priori moins rapides que la politique, mais au fond c'est la manière dont chaque société se dit à elle-même ce qu'à un moment donné elle considère comme étant juste, légitime, équitable, etc. Ce qui est évidemment est en soi l'objet de conflits d'intérêts ou de conflits de représentation. Donc en fait, le film ne s'arrête jamais, simplement le droit, et les juristes seront bien placés pour le savoir, permet de stabiliser le réel, même si ce réel n'est pas satisfaisant pour tout le monde, mais en tout cas, c'est des formes de compromis qui font... Voilà, donc je ne fais pas de distinction de nature entre droit et politique, c'est juste voilà, une différence de dynamique dans l'institution du réel. Moi, je voulais approfondir des points que vous avez mentionnés, notamment sur les queers et d'autres thématiques. Pour commencer un peu par la base, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la distinction entre le sexe et le genre? Bon, alors ça, c'est le genre pour les nuls. Hein. Alors, cette distinction sexe-genre, elle est très compliquée parce que pendant longtemps, nous avons été les héritiers de cette vision naturaliste. C'est-à-dire que, grosso modo, toute la littérature anthropologique nous dit qu'il y a un rapport entre sexe et genre, mais ce rapport n'est pas nécessaire. Et souvent, il n'est pas pensé comme causal. D'accord ? Donc, cette causalité entre sexe et genre, ça, c'est une invention de la biologie, de la médecine occidentale moderne, qui s'est traduit par une définition naturaliste du genre, et donc qui a fait comme si c'est la différence de genre, donc il n'y a que la différence de sexe, pardon, il n'y a que deux sexes, parce que reproduction de l'espèce, et donc il n'y aurait que deux genres, et comment dire, le contenu, la vocation, le statut social de ces deux genres, il serait déterminé par la différence de sexe. Et donc c'est pas compliqué à comprendre. Les femmes sont définies par leur utérus, hein, par nécessité reproductive, donc elles sont dédiées, elles ont une vocation au domestique, à l'intérieur, à la maternité, etc. Et puis les hommes, comme dirait l'autre, qui ne sont pères que quelques instants, hein, les femmes sont mères toute leur vie, les femmes sont femmes toute leur vie, les hommes ne sont pères que quelques instants, eh bien eux, donc la nature en a fait ainsi pour qu'ils soient libérés des contraintes du tiers, pour le dire comme ça, pour être tout entier disponibles pour la créativité, l'inventivité, la conquête, etc., etc. Donc cette définition naturaliste, c'est une définition occidentale moderne du genre, qui a été patiemment et politiquement et de manière conflictuelle déconstruit par le féminisme, ce qu'on appelle deuxième vague, en fait. Grosso modo, Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Cette phrase, c'est la séparation entre sexe et genre.
Et ensuite, par tous les mouvements féministes, puis par tous les mouvements gays, etc., jusqu'à la théorie queer, les mouvements queer, qui vont très très loin dans la déconstruction de l'hétérosexualité comme étant naturelle, blablabla. Donc on pourrait, voilà, donc l'articulation, donc au fond, aujourd'hui, ce qu'on peut dire du point de vue des sciences sociales, avec, en héritant de tout ce travail critique de déconstruction à la fois féministe et queer, c'est de dire que non seulement sexe et genre, c'est différent, mais on ne peut pas se limiter à dire que, ah, c'est simple, ah, j'ai compris, le sexe c'est biologique, le genre c'est social ou culturel. Pas du tout, puisqu'en fait, la signification même du sexe, elle est déterminée à partir du genre. Donc en fait, ce qui est déterminant, c'est la manière dont les rapports de genre s'organisent et de la manière dont sont théorisées les notions même de genre. Donc c'est à partir de là que chaque société, dans son contexte, va définir ce qu'il en est de la différence de sexe, ce qu'il en est de la sexualité et ce qu'il en est des identifications de genre et ce qu'il en est des rôles de genre. Donc au fond, c'est toujours du point de vue du genre comme rapport social, hein, qu'en sociologie en tout cas, on analyse l'extrême diversité à la fois historique et contemporaine de ces combinatoires, de ce que j'appelle des arrangements de genre qu'on peut observer ici ou là en fonction des trajectoires historiques. Alors justement, puisque vous mentionnez l'identification de genre, dans votre ouvrage, c'est un des exemples de régime d'inégalité que vous mentionnez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment cette identification finalement permet de créer plus d'inégalité dans notre société? Bon, encore une fois, nous sommes les héritiers d'une définition patriarcale du genre fondé sur la différence de sexe et qui s'est traduit très concrètement par des formes de ce qu'on appelle de socialisation différenciée, c'est-à-dire que il fallait très tôt, d'une part, que les petites filles, au fond, intériorisent les attentes qu'on avait vis-à-vis d'elles en tant que future épouse, future mère. Bon, mais c'est toute la littérature du 19e siècle. Hein. Et par ailleurs, que très tôt, les petits garçons soient mis en situation d'apprendre à devenir des hommes, des vrais. Bon. Ça, en régime patriarcal. Maintenant, si on prend le monde contemporain, avec tout ce que j'ai dit de démantèlement, de déconstruction, qu'il n'y a plus de nécessité, en fait, que même que les gens aient telle ou telle pratique sexuelle, on s'en fout, que les gens se marient ou se marient pas, on s'en fout, que, bon bref, ça n'a plus aucune importance sociale, ça n'est plus des institutions. Néanmoins, ce qu'on observe, et ça c'est notre héritage patriarcal, il faut en faire quelque chose. Et précisément, c'est l'objet de conflictualité, de mise sur l'agenda comme problème. C'est que nous continuons, alors spontanément, alors au nom, non pas de la hiérarchie de genre, c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. Pourquoi les filles et les garçons ne sont pas élevés pareil, ce n'est pas au nom de la hiérarchie de genre, c'est au nom d'une différence évidente. Voilà, on est les héritiers de cette différence évidente entre masculin, féminin, garçon-fille, qui fait dire que dès l'annonce, c'est une fille, c'est un garçon, ben on va enclencher des régimes de socialisation différenciés qui fait que les enfants très tôt vont comprendre qu'ils ont des attentes spécifiques, voilà, qui va leur faire dire à un moment donné assez tôt dès l'école primaire que ben non, ils ne sont pas une fille parce qu'ils sont un garçon, ils ne sont pas un garçon parce qu'ils sont une fille. Et que surtout les garçons vont dire ben, non, qu'ils ne sont pas des filles parce que justement, il y a toujours cette prime à la masculinité. Enfin bon, bref. Et donc, au fond, donc, il y a plein de travaux qui ont été menés là-dessus, et même de manière subtile, tous les travaux sur ce qui se passe dans les classes, le fait que les garçons soient plus sollicités par les enseignants que les filles, parce que les filles, comme il y a un a priori favorable du fait qu'elles sont plus sages, plus dociles, elles écoutent mieux les consignes, elles sont plus scolaires, donc en fait, on s'en occupe moins, elles sont moins stimulées. Les garçons, comme ils sont plus transgressifs, sont plus agités, etc., ils vont être en permanence dans l'interaction avec les enseignants. Et donc, ça a des effets. Donc, j'avais fait des études là-dessus auprès de jeunes vingtenaires, etc. Ça a des effets notamment sur la confiance en soi. C'est-à-dire qu'au fond, pour résumer, on pourrait dire que les garçons aujourd'hui, ils sont élevés avec cette idée qu'ils sont dotés à l'origine, comme dans un jeu vidéo, hein, point de départ, d'un égocentrisme légitime. C'est-à-dire qu'au fond, on attend d'eux qu'ils aient des projets, ils entreprennent des trucs, ils soient centrés sur ce qu'ils font, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et au fond, assez déliés de leur environnement, de leur entourage et de ce qu'il y a autour d'eux. Ce qui conduit à des formes de tranquillité, d'une certaine manière. Et les filles, inversement, on pourrait dire qu'elles sont dotées d'autre chose, elles sont dotées alors, égocentrisme légitime, Un altruisme obligatoire. Voilà, merci, d'un altruisme obligatoire. C'est-à-dire qu'au fond, très tôt, elles intériorisent le fait qu'elles sont en permanence sous le regard, dans l'interaction, dans l'échange, la communication avec d'autres femmes,
avec des regards aussi d'hommes, et qu'elles sont supposées se situer en permanence dans cette dépendance à autrui et dans ce service à autrui. Donc, au fond, toutes les problématiques du care, etc. Ce qui fait qu'au fond, ça va fabriquer chez elles une forme d'intranquillité plutôt que d'une tranquillité. Ça peut avoir des effets sur l'estime de soi. Et on en trouve plein d'exemples. Il y a un site web que je vous conseille de visiter qui s'appelle l'école du genre. Et il y a ce moment où on interroge au collège des garçons et des filles. On leur demande s'ils sont bons en maths. Et alors, les filles disent oui, non, je ne sais pas, etc. Je travaille beaucoup. Et les garçons, ouais, ça va, etc. Et quand on demande quelles notes ils ont, les filles, elles ont 16, 17. Et les garçons, ils ont 13, 14. Hein, donc, vous voyez, donc ça conduit en fait après à des espèces de subjectivité différenciée qui participent ensuite qui ont plein d'effets. Alors, sans parler des effets de discrimination, de stigmatisation. Mais en tout cas, dans la construction même des identifications de genre, on est encore dans un monde où si on n'y fait pas gaffe, et donc c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, on voit bien que tout devient objet de négociation. Notamment des trucs auxquels on n'aurait pas pensé, mais la structuration des cours d'école devient aujourd'hui un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a fait l'observation que si vous ne faites rien dans une cour d'école, ce n'est pas compliqué. Le milieu, c'est le foot, c'est pour les garçons qui courent, qui crient, etc. Et puis autour, par petits groupes, c'est les filles qui font des petits jeux comme ça, qui discutent. Voilà. Et donc, si on ne fait rien, si on n'intervient pas sur la dimension genrée, héritage patriarcal de la cour de récréation, eh bien, on est conduit à reproduire. Et donc, il y a plein de projets d'aménagement qui, précisément, vont enlever cette centralité du truc de foot, vont permettre… Donc, au fond, ça veut dire que si on ne met pas sur l'agenda, et la question précarité menstruelle, etc., fait partie du tableau, si on ne met pas sur l'agenda en permanence tous ces trucs qui sont l'héritage du patriarcat, eh bien, on est certain qu'il ne va rien se passer. Encore une fois, parce que un rapport de pouvoir, ça s'exerce. Il y a des privilèges. Et le premier des privilèges, en fait, c'est de penser qu'il n'y a pas de problème. C'est ça le privilège de la masculinité. Tandis que ceux qui sont concernés, ils disent si, quand même, il y a un problème. Donc, c'est de problématiser des choses qui, sinon, ne le seraient pas. Donc, ça participe de cette dynamique productive, en fait, des rapports de pouvoir. Et c'est tout ça qui conduisent à ce que les situations ne sont pas réglées, mais en même temps, il y a des dynamiques de mise sur agenda, de conflictualisation, de problématisation, qui s'étendent considérablement, y compris sur des objets ou sur des trucs qui jusqu'à présent ne l'avaient pas été. Ça me fait penser à un constat que j'ai pu faire en organisant la première série de webinaires. C'est lorsqu'on contacte également des intervenants et des intervenantes, on n'a pas du tout les mêmes types de réponses. Donc j'ai pu contacter parfois des doctorantes qui étaient des expertes sur une question. Première réaction, je ne suis pas la mieux placée, j'ai d'autres collègues qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi, alors que du côté des hommes, parfois c'était eux-mêmes qui faisaient la démarche de me dire moi je suis l'expert sur le sujet. Et aujourd'hui, on a tendance à beaucoup pousser les femmes à aller vers ce modèle masculin finalement de la surconfiance en soi, de se positionner en tant qu'expert souvent sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Alors que je pense qu'il faudrait trouver un peu un entre-deux, des femmes qui gagneraient confiance en elles et les hommes qui s'assureraient d'être les experts sur la question avant de prendre la parole, parfois à la place des premiers de ligne. Donc, est-ce que vous avez pu constater ça aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé? Alors ça renvoie à un autre sujet qui est la question de la masculinité, et en particulier de la masculinité hégémonique. C'est-à-dire les formes de masculinité qui apparaissent comme étant les plus désirables ou les plus prestigieuses, donc qui au fond, qui impulsent des formes de normalité ou de standards de référence. Voilà, c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, avec cette égalisation des conditions, cette égalité des droits, etc., c'est vrai que le modèle, en fait, encore une fois, hérité du patriarcat, c'est l'idée que quand on va du féminin vers le masculin, c'est positif. Et que symétriquement ou asymétriquement, quand on va du masculin vers le féminin, c'est négatif. En tout cas, c'est moindre. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on est toujours là-dedans. C'est-à-dire que, au fond, c'est vrai que certaines femmes ont compris que si elles voulaient jouer à armes égales avec les hommes, au fond, il fallait qu'elles s'approprient un certain nombre d'attributs, de conduites dites masculines, ou en tout cas qui apparaissent comme étant de manière hégémonique masculine. Et votre remarque est très juste, c'est-à-dire qu'au fond, ça empêche qu'il y ait d'autres modalités
je prends, je ne sais pas, de techniques de management, par exemple, ou de créativité scientifique, etc., d'émerger. Et donc, ça veut dire que ça renvoie alors à une discussion plus large, qui est, c'est John Tronto qui avait mis ça vraiment en évidence et de manière, me semble-t-il, extrêmement claire, qui est que le modèle patriarcal, il s'est construit sur une dichotomie polarisée entre, d'un côté, des êtres autonomes, et donc à ce titre déliés du care, des tâches, etc., et donc d'autant plus disponibles, encore une fois, pour l'entreprise, pour l'action, pour la créativité. Mais la condition nécessaire, c'est que d'autres se tapent les tâches du care. Et on comprend bien, on voit bien ici le partage masculin-féminin. Aujourd'hui, il me semble que l'enjeu, c'est évidemment de faire en sorte que les filles s'attribuent, enfin, se saisissent et s'approprient d'attributs de masculinité, parce qu'encore une fois, masculinité et féminité, ça ne renvoie pas à la différence de sexe. C'est des attributs. Donc on peut penser qu'il y a des attributs de masculinité qui sont intéressants, c'est-à-dire avoir des projets, être ambitieux, avoir la prise de risque, avoir des idées, suivre, être créatif, etc. Il n'y a pas de raison de penser que ce n'est pas bien. Ça devient compliqué lorsque c'est monopolisé par les hommes. Donc, il n'y a pas de raison de penser que les femmes puissent avoir plus confiance en elles et qu'elles développent. Voilà. Mais symétriquement, et c'est ça un peu l'enjeu, peut-être les nouveaux enjeux, en tout cas de la participation des hommes au féminisme, symétriquement, ça veut dire que les hommes acceptent aussi, enfin pas qu'ils acceptent en fait, mais qu'ils reconnaissent qu'un monde qui ne prend pas en charge le care, beaucoup plus qu'il ne le fait, surtout si on a un raisonnement à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de la vulnérabilité, ce n'est pas certains groupes particuliers, c'est l'espèce tout entière, c'est la planète, c'est tout le monde, par les effets en retour. Et donc, au fond, qu'il y ait une reconnaissance par des hommes, le plus d'hommes possible, du fait que, de la même manière qu'il y a des choses intéressantes chez les femmes, pour les femmes, dans les attributs de masculinité, il y a aussi plein de choses intéressantes dans ce qui est connoté féminin, y compris pour les hommes qui auraient une vie un petit peu plus, large, avec des références plus larges, et surtout des compétences un répertoire de compétences beaucoup plus élargi que ce qu'ils n'ont. Ça, c'est pas évident parce que ça va se heurter à ce qu'on appelle les privilèges de la masculinité. C'est jamais évident que ceux qui bénéficient de ces privilèges, même sans les défendre, parce que c'est ça le paradoxe, on peut bénéficier de privilèges sans se présenter comme un affreux, macho, sexiste, etc. Au contraire, on peut être hyper égalitariste, mais ne rien faire pour, sur tous ces fronts, faire en sorte que ça change. Donc là, c'est compliqué, mais ce qui nous aide, moi, je pense que ce qui nous aide, c'est toutes les réflexions, justement, avec Tronto sur ces histoires d'anthropocène, de vulnérabilité générale, parce qu'on voit bien que s'il y a vulnérabilité générale, ce qu'on doit mettre au centre, c'est le care, ce n'est pas cette illusion d'autonomie qui ne pouvait fonctionner que parce que tous les autres faisaient le boulot. Or, si tout le monde, du coup, se découvre vulnérable, c'est tout le monde, en réalité, qui doit contribuer à penser à de nouvelles formes de solidarité, et cette notion de solidarité, elle passe aussi par des nouvelles formes de définition des rapports de genre, etc., qui soient plus satisfaisants pour tout le monde. Et c'est génial parce que ça rejoint un peu deux des constats qui nous ont amenés à faire cette série. C'est que finalement, on a tous besoin de se déconstruire. Aujourd'hui, il m'arrive souvent de mentionner le patriarcat et les masculinités avec des amis. Et leur premier réflexe, c'est de me dire, moi, je ne suis pas du tout sexiste, je n'ai pas un comportement déplacé avec les femmes ou quoi que ce soit. Et donc, pour leur faire avoir cette démarche de commencer par avouer que finalement, même s'ils n'ont pas ces comportements-là, ils bénéficient quand même d'un système qui les avantage. C'est un pas qui est extrêmement compliqué à faire. Et donc, c'était le but avec cette série, c'était de montrer pas à pas que finalement, on a tous des privilèges et qu'il suffit de creuser un peu pour s'en apercevoir. Et donc, en tout cas, c'est très important de le mentionner, je vous remercie. Et ensuite, donc, ça m'a mené à une autre question, un sujet que vous avez mentionné, qui était le burn-out du genre, qui me faisait penser un peu à vos propos. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est ? Bon, ça, c'est quand j'ai commencé à réfléchir à la notion de violence de genre. Alors, toujours pareil, mise en perspective, à la fois historique, sociologique et anthropologique. Du fait que les rapports de genre sont très différents historiquement selon les contextes et qui se transforment, il n'y a pas de raison de penser que les violences de genre elles aient des formes universelles.
Et qu'en fait, si on prend vraiment les sciences sociales au sérieux, on va dire qu'à chaque contexte, à chaque type d'arrangement de genre, c'est formes particulières de violence de genre. Donc on peut dire que oui, au final, c'est des hommes qui battent des femmes. Ok, simplement, ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons, avec les mêmes ressorts, etc. Et si on ne comprend pas cette diversité des cas de figure, on va avoir des raisonnements très généraux de dénonciation de la violence masculine, en fait, sans comprendre quels sont les ressorts. Alors je le dis d'autant plus que en ce moment, je dirige une recherche sur les auteurs de violences conjugales qui avait été pensée avant le Grenelle sur les violences, mais en tout cas qui a rencontré cette mise sur agenda, et c'est très bien parce qu'on a eu des sous pour le faire, bref. Mais si je réfléchis en fait à ce qu'on observe en France aujourd'hui, sur les types de discours de la part des auteurs, et de ce que je sais d'autres expériences dans le monde, et ce que je sais de la littérature, en fait, aujourd'hui, c'est pas des violences de reproduction, encore une fois, du patriarcat. En fait, c'est exactement l'inverse. On a affaire à des hommes, en fait, qui sont confrontés à des situations, disons, de l'après-patriarcat, c'est-à-dire où l'autorité masculine ne va plus de soi, où la capacité des hommes à porter, à être le breadwinner, c'est-à-dire celui qui s'occupe, etc., ne va plus de soi, et d'autant plus qu'on est sur des milieux sociaux, en haut ou en bas de l'échelle d'ailleurs, exposés à de la précarité. Ça arrive aussi pour les cadres de plus en plus, mais aussi, bien évidemment, en bas de l'échelle sociale. Et que du fait de ces socialisations différentielles, il y a des garçons, des adolescents, des hommes qui ont pu s'identifier à des identités masculines qui leur semblent constitutives de leur existence, etc. Et qui, mis dans des situations où il faut négocier, mis dans des situations où on a des récriminations concernant des inégalités devenues inacceptables dans la conjugalité, ou concernant le fait que on n'est pas marié, donc on n'a pas le monopole du corps de l'autre, on n'a pas le monopole à vie non plus de ses sentiments, etc., etc. Donc en fait, la plupart du temps, en fait, c'est des hommes qui sont mis dans des situations post-patriarcales et qui vont mobiliser des violences, au fond, d'héritage patriarcal pour tenter de les résoudre. Alors, de manière totalement illusoire en réalité, puisqu'ils ne vont rien résoudre. Et au contraire, ils vont contribuer à ce que le problème soit résolu par la plainte, par la judiciarisation. Et voilà. Ce qui fait que souvent, d'ailleurs, ils ne comprennent pas ce qu'on leur veut, avec un déni total du fait que... Donc, c'est ça que j'appelle burn-out de genre, c'est-à-dire, au fond, des personnes qui sont mises dans des situations de hiatus total entre ce qu'ils pensent être, ce qu'ils pensent devoir faire, et puis des attentes vis-à-vis d'eux, que ce soit de la part de leur compagne, ou de la part de l'entourage, ou de la part, quand ils sont pris en charge pour violence par l'institution judiciaire. En fait, ils sont confrontés à des attentes dont ils n'arrivent pas à comprendre, en fait. Et donc, c'est ce décalage que j'appelle burn-out de genre, c'est-à-dire qu'au fond, la violence, elle est l'expression de cette incapacité à gérer des situations tout à fait nouvelles, en tout cas inattendues, ou en tout cas pour lesquelles on n'est pas préparé. Voilà. Et comme il y a ce passage, cette socialisation différentielle, notamment qui fait que les hommes ils ont beaucoup de mal à gérer la question émotionnelle, la question expressive, du coup la violence c'est un raccourci clavier qui permet de faire des trucs pour tenter de résoudre des problèmes. Et côté des femmes, ça existe aussi, mais ça a été beaucoup plus documenté. Le burn-out de genre, typiquement, c'est la surcharge mentale. C'est la surcharge mentale, c'est-à-dire où on demande injonction contradictoire en permanence, etc., qui fait qu'à un moment donné, ça peut se traduire par plein d'expressions possibles, y compris marginalement, y compris des violences contre son compagnon. Il y a une part d'autrices de violences conjugales qui sont des femmes, il ne faut pas le négliger, bien qu'elles soient ultra minoritaires, mais en tout cas ça arrive. Et puis tous les infanticides, et puis en fait toutes les dépressions, l'alcoolisme, etc., etc. Donc au fond, des espèces de grève comme ça, de retrait, qui fait qu'on devient tellement saturé d'injonctions contradictoires qu'on devient incapable en réalité de continuer à se définir comme un individu singulier ayant des capacités d'agir. Donc c'est ça que j'appelle le burn-out de genre, et qui me semble typique de ce moment compliqué où, entre les attentes, qui sont des attentes, encore une fois, supposément égalitaristes, où on est supposé être dans des relations contractuelles, en fait, puisqu'il n'y a plus d'institution, ni du mariage, ni de la sexualité, ni de la famille, ni de rien. C'est purement relationnel et contractuel. Mais ça suppose des compétences, notamment des compétences de gestion des conflits inévitables. De toute manière,
on ne peut pas vivre avec des gens sans qu'il y ait de la conflictualité, mais c'est les capacités de résoudre ces conflits. Donc, le patriarcat avait ses modes propres de résolution de ce type de conflit. On est dans un moment aujourd'hui où tout ça est de moins en moins institutionnalisé, de plus en plus relationnel. On pourrait étendre le raisonnement à la sexualité, hein, tout ce que Alexia Boucherie, ma doctorante, a appelé les zones grises, hein, du consentement. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas du viol, mais c'est pas non plus consenti. Enfin bon, bref. Donc on voit que tout ça est en travail et que c'est dans ces moments compliqués, parce que justement, on n'est plus dans un ordre patriarcal qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, que les subjectivités sont mises sous tension. Et on peut très bien expliquer les raisons pour lesquelles c'est plutôt les hommes qui tentent de résoudre ces situations de mise sous tension par le recours à la violence. Je vous remercie en tout cas pour ces explications. On va pouvoir passer à la partie questions des participants et je vais laisser la parole à Ariane. Une première question donc, qui nous a été posée plutôt au début du webinaire, donc elle fait appel à ce que vous disiez plutôt au début. Dans quelle situation l'asymétrie femmes-hommes dans les structures sociales peut-elle être légitime, mais non présente en pratique? D'accord. Je vais reprendre l'exemple. Alors si je travaille à l'échelle d'une nation, hein, ce qu'il ne faut jamais faire, en fait, parce que les nations sont toujours complexes. Mais il me semble que l'exemple de l'Iran, c'est un très bon exemple. Hein, où d'un côté, on a une hyper-légitimation patriarcale, en plus avec des adossements religieux, hein, donc ça rigole pas. Et en même temps, comme si une société qui s'est hyper modernisée, qui n'a pas été colonisée, qui n'a pas eu de rupture en fait dans sa modernisation, y compris par la révolution islamique de 1979, qui au contraire a accéléré la modernisation, l'urbanisation, l'accès de tous à des études supérieures et en particulier des filles. Et donc en fait, le régime iranien, il a produit deux choses contradictoires, hein, qui sont d'une part une rhétorique hyper patriarcale à fondement théologique, et d'autre part, des modes de vie urbains, jeunes, diplômés, branchés sur l'actualité et la culture internationale, complètement en décalage avec ce discours. Donc là, on a un exemple, hein, de combinatoire intéressant, de mise sous tension d'un arrangement de genre tel que dans la société iranienne, extrêmement intéressant. Il y a des travaux aussi qui ont été portés sur l'Arabie saoudite, qui est un petit peu dans le même type de contradiction, avec un discours wahhabite hyper rigoriste, puritain, etc. Et en même temps, des connexions avec des diasporas mondialisées, avec des formes extrêmement importantes. Et donc, on le voit bien, comment aussi en Arabie Saoudite, à un moment donné, le discours est obligé de se décaler un petit peu, avec le fait que les femmes puissent devenir élues, électrices d'abord, puis élues. Enfin, voilà, l'accès à la conduite des femmes, bon, c'est cosmétique, mais en tout cas, on voit bien que c'est des sociétés en travail. Hein, voilà, donc c'est un exemple, en Iran en tout cas, c'est un exemple typique de cette combinatoire paradoxale et intéressante. Merci beaucoup pour cette explication. Et justement, ça permet de faire un lien, vous évoquiez l'Iran, ça permet de faire un lien vers le fait qu'on parle souvent du féminisme blanc. On le critique d'ailleurs aussi pour ça. Et ça souligne l'importance de parler de féminisme au pluriel et non pas forcément de féminisme au singulier. Et dans ce contexte de pluralité, comment est-ce qu'on fait une sociologie qui ne soit pas androcentrée, qui ne soit pas européenne et seulement européenne? Comment est-ce qu'on comprend qu'il y a d'autres cultures? Comment est-ce qu'on les intègre dans notre analyse? Et pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Bon, alors ça renvoie au dernier bouquin que j'ai écrit là, sur justement un livre qui s'interroge sur la nécessité, enfin sur les impasses au fond de la sociologie moderne, hein, puisqu'au fond elle s'était construite comme une théorie de la société moderne. Or, on voit partout que la modernisation est mise en crise, la modernité est mise en crise, les sciences sociales et même ne vont pas très bien. Donc cette idée d'une sociologie augmentée. Alors augmentée comment? Augmentée en prenant en compte précisément tous ces angles morts et les critiques qui ont été faites à cette modernité et à ces sciences sociales. Donc la question de l'androcentrisme, c'est complètement évident. Encore une fois, la sociologie fondée en Europe au XIXe siècle dans un monde absolument patriarcal, enfin, à l'épicentre du patriarcat moderne,
et qui, pendant très longtemps, en fait, a fait comme si, décrivait le monde d'un point de vue purement androcentrique. Il a fallu la critique féministe, il a fallu l'introduction de cette critique dans le corpus et puis dans la discussion théorique des sciences sociales. Et l'opérateur principal, et qui a eu des effets transformateurs absolument puissants, c'est le concept de genre. Dès lors que vous disposez du concept de genre, eh bien, vous ne pouvez plus faire de sociologie spontanément androcentrique, puisqu'en fait, vous êtes obligé en permanence de réintroduire dans l'analyse que vous faites de vos objets, définition de vos terrains, votre méthodologie, les mots que vous employez, etc. Vous êtes obligé en fait de réintroduire cette dimension de construction et d'analyse du réel. Donc voilà, concernant disons, un autre biais issu de la modernité et de la sociologie moderne, qui est l'occidentalocentrisme. Donc là, très, très, très puissant, en fait, puisque ces mêmes sciences sociales ont pour matrice une modernité qui se pensait comme évolutionniste, qui vivait dans un monde complètement colonial, mais qui a occulté totalement le fait colonial, qui s'est recentré sur l'État-nation moderne, occidental, etc., en excluant tout le truc. C'est la critique post-coloniale et décoloniale, avec la notion de colonialité, qui me semble-t-il, est l'équivalent du concept de genre, hein, pour décapsuler précisément tous les héritages occidentalocentriques. Et on peut conjuguer d'ailleurs cette vigilance critique, colonialité et genre, lorsque, comme moi, on essaye de théoriser des formes de comparaison des modes d'organisation des rapports de genre qui ne soient pas des hiérarchies. Très souvent, lorsqu'on compare les indicateurs de genre, d'inégalité, etc., au final, ça finit par faire des hiérarchies et à la fin, c'est toujours la Suède qui gagne. Donc l'idée, c'est, au fond, c'est ce que je propose dans plusieurs articles que je vais publier bientôt, là, de manière plus précise. Si on fait des combinatoires, en fait, vous voyez, j'ai pris le cas de l'Iran. Je pourrais prendre un autre cas, qui est le cas des États-Unis, qui est intéressant, parce que les États-Unis, ils sont extrêmement sourcilleux, pointilleux sur la question des discriminations, et ils sont totalement aveugles à la question des inégalités. C'est ce qui est complètement paradoxal. Donc, au fond, ils sont hypersensibles à la non-discrimination des femmes dans les entreprises, par exemple, mais ils n'ont aucune politique sociale de type européen qui permet de compenser le fait que c'est les femmes qui, principalement, s'occupent des enfants. Donc, ça suppose une collectivisation du jeune âge, ça suppose des congés maternité, ça suppose plein de trucs, en fait, pour précisément que ce handicap différentiel, entre guillemets, hein, de la naissance et de la périmaternité soit compensé par une prise en charge collective. Donc, en fait, ça, les États-Unis sont totalement aveugles aux questions des inégalités, tout en étant hyper... voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue des valeurs, du point de vue de la légitimité des valeurs, ils portent des valeurs légitimes en termes d'égalité, hein, mais c'est une égalité purement formelle dès lors que derrière, il n'y a pas de politique publique comme nous, on peut les connaître, qu'on peut aspirer à les voir augmenter, de prise en charge de ces égalités réelles. Donc, au fond, les États-Unis sont une combinatoire qu'on pourrait dire symétrique inverse de l'Iran, où il y a des discours en fait hyper égalitaristes et un défaut de politique d'égalisation des conditions qui fait que les subjectivités se trouvent prises dans cette contradiction où on va voir des femmes de 7 enfants devenir juges et devoir appliquer des principes d'égalité alors que par ailleurs elles endossent complètement des discours justement complètement androcentriques, voire patriarcaux. Donc voilà, c'est ce type de hiatus et on pourrait multiplier les exemples. Merci beaucoup. Vous avez parlé à deux moments, en fait. Donc, premièrement, de vos recherches sur les violences conjugales. Et deuxièmement, donc là, du système américain où on voit qu'il n'y a pas de mécanisme pour transformer des recherches, par exemple, en politique publique, en politique sociale, pour essayer de trouver en tout cas des solutions dans le droit à des choses qu'on aurait pu rechercher. Alors, comment est-ce que vous envisagez votre travail de recherche? Comment est-ce que ce travail-là peut contribuer à justement l'établissement de politiques publiques? Bon, alors, je suis comme tous les universitaires, chercheurs, etc. Mon boulot principal, c'est de produire de la connaissance et d'en rendre compte. Voilà.
si ça peut orienter des politiques publiques ou en tout cas des formes d'action, j'en serais très heureux. Et alors, pour résumer, moi je dirais voilà, que s'il y avait une opérationnalisation de ce que je raconte, encore une fois, ce que je raconte, je ne suis pas le seul à le raconter. Enfin, voilà, j'exprime ce qui s'exprime à travers moi, il me semble, hein, c'est une somme de production de connaissances, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, etc. Bon, bref, il me semble qu'il y a deux mots d'ordre, en fait, qui me semblent intéressants. C'est le premier, c'est genre pour personne, donc genre au singulier pour personne, c'est-à-dire, au fond, ça consisterait à approfondir encore plus tout le travail de dégenration qui a été fait, de manière à ce que les identités de genre n'apparaissent ni comme un handicap, ni comme un privilège. Et donc, en termes de profession, en termes de rôles parentaux, en termes de etc., il y a une dégénération absolument totale où en fait, plus personne ne puisse se prévaloir de ce qu'il s'imagine être, un homme, une femme, etc. Et que dans les traitements qui en sont faits et dans les dispositifs qui sont mis en place, qu'au fond, voilà, ni handicap, ni privilège, en mettant en place les dispositifs nécessaires pour ça, donc de dégénération totale de tous les domaines de la vie sociale. En termes de salaire, en termes de carrière, enfin tout ça. Et puis, immédiatement ensuite, au fond, un autre slogan de politique publique qui serait genre au pluriel pour tous. C'est-à-dire que, au fond, à partir du moment où les identifications de genre, au fond, sont complètement déconnectées des nécessités d'organisation sociale, de ce qu'on sait des compétences des uns et des autres, des pratiques sexuelles, des formes de famille, etc., encore une fois, attestées par cette puissante transformation du droit qui est devenu aujourd'hui quasi totalement indifférent au sexe, au genre et aux sexualités des gens, sauf sur des trucs très résiduels comme voilà, les GPA, machin, des trucs compliqués. Mais sinon, du point de vue de la définition de la famille, le droit a totalement dégenré l'affaire. Et donc, l'idée, c'est que par ailleurs, en fait, on aille jusqu'au bout de cette dissociation entre sexe et genre et qu'on dise, au fond, ce qui est disponible pour tout le monde, c'est ce qui est connu pour être des attributs de féminité, ce qui est connu pour être des attributs de masculinité, et qu'au fond, chacun se fasse ses combinatoires à sa guise, et que ça se traduise, au fond, comme les gens, au fond, de la même manière que les gens choisissent leur vestiaire quand ils sortent s'habiller le matin. Hein, il y a un répertoire très très large. Et que donc, au fond, chacun se construise ce petit répertoire d'identification de genre, qui peut varier d'ailleurs, hein, en fonction des circonstances, en fonction des lieux, exactement comme on s'habille, pas toujours de la même manière, en fonction de qui on rencontre, où on est, etc. Et donc, l'idée, au fond, c'est qu'il n'y ait plus de socialisation différentielle, voilà, et que les gens soient considérés comme des individus, et que ces individus mobilisent, au fond, des aspects de masculinité et de féminité qui leur plaisent, voilà, pourquoi pas, pour autant que ça ne soit pas désagréable pour les autres, et qu'à partir de ce moment-là, il y a une espèce d'indifférence polie, comme dirait Goffman, aux manières dont se présentent les uns et les autres, parce qu'au fond, ça n'a aucune importance. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est genre pour personne, surtout dans tous les domaines de l'organisation sociale, et genre au pluriel pour tous, afin que on n'ait plus, au fond, à devoir prendre en charge toute cette histoire de violence, de brutalité, d'humiliation, de stigmatisation et de discrimination qui continue encore de s'exercer aujourd'hui, bien que ça soit sanctionné, interdit, etc. Donc ça passe aussi par la possibilité pour chacun, y compris par ceux qui ont des conduites homophobes, transphobes ou sexistes, en fait, qui se rendent compte qu'eux aussi, au fond, ils ont des potentiels, ils ont des répertoires beaucoup plus élargis, potentiellement, que ceux dans lesquels ils se sont enfermés en termes identitaires. Je vous remercie pour vos réponses. Et puis enfin, pour clôturer ce webinaire, j'ai une dernière question. Est-ce que vous auriez une recommandation de livre, de podcast ou même de film pour nos participants? Alors j'ai une recommandation. Alors évidemment, c'est écrit par un homme blanc américain. C'est Richard Powers, L'Arbre Monde, qui est un récit choral à plusieurs voix, à plusieurs points de vue. Mais pour le coup, les personnages, eux, ils sont complètement paritaires, complètement voilà. Et qui raconte au fond comment, dans des trajectoires très diverses, sous des modalités très diverses, tout un ensemble de personnes séparées a priori dans les débuts du récit vont converger vers une opération de défense d'une forêt contre des systèmes d'abattage, etc. Et c'est une métaphore au fond de cette prise en compte de cette vulnérabilité généralisée
et de la manière dont précisément le genre, ou en tout cas les problématiques de genre, doivent être un point d'appui pour une extension de nouvelles solidarités vis-à-vis de cette vulnérabilité généralisée, plutôt que la reproduction d'un clivage, encore une fois, hérité du patriarcat, qui renverrait le Caire à des tâches et à des populations subalternes, au risque de laisser se développer des formes d'autonomie complètement dissociées, qui, on le sait maintenant, nous ont conduit à la catastrophe contemporaine. Et si vous deviez recommander l'œuvre d'une femme ou d'une personne racialisée, est-ce que vous auriez une autre recommandation? Alors, bon, mais c'est un classique de la littérature, justement, sur le postcolonial. C'est Maria Lugones, qui est une anthropologue féministe argentine, qui a introduit dans les problématiques de colonialité la dimension du genre, en introduisant la notion de colonialité du genre. Parce qu'il y avait aussi, toujours pareil, dans les discours sur le postcolonial, le décolonial, surtout sur le décolonial, au fond, une prééminence masculine, en fait, qui elle-même était hypersensible aux questions nord-sud, etc., et complètement aveugle à la problématique du genre. Et donc, Maria Lugones, elle a fait cet effort précisément de complexifier encore plus le tableau et de nous faire penser que c'est pas parce qu'on est, disons, libéral ou d'avant-garde dans un domaine que, enfin, faut jamais oublier que tout est intersectionnel et que voilà, c'est un petit rappel à cette affaire. Exactement. En tout cas, je vous remercie pour ces recommandations et pour votre participation. En tout cas, c'était un échange très riche. Donc, on vous remercie, on vous souhaite une excellente soirée et on espère pouvoir collaborer avec vous en tout cas.